Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'émissions qui a pour objectif de découvrir le protestantisme. Une série qu'on va vous proposer qui va traiter de différentes thématiques, l'avenir, le protestantisme au féminin, l'engagement social du protestantisme et le dialogue entre les religions, l'interreligieux, l'œcuménisme. Le protestantisme, c'est quoi? Ça va être notre grande question aujourd'hui. On se propose d'essayer d'y répondre joyeusement et j'ai pas mal de monde avec moi en plateau pour partager du vécu, de l'expérience et aussi de la connaissance. Allez, petit tour de table pour vous dire ce qui va se passer aujourd'hui avec Benjamin Borriès, Fédération protestante de France. Bienvenue dans ce plateau. Bonjour Cédric, ravi d'être là. Spécificité, et puis on co-anime, Benjamin, ce plateau ensemble, donc prends ton place. On va essayer. Oui, c'est ça. On a l'habitude. Spécificité de cette série d'émissions, c'est qu'on a voulu donner la place à la jeunesse. Ayoub et Émile, bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue à tous. Et enfin, notre invité, Olivier Abel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes professeur de philosophie à la retraite. Voilà. C'est juste. De l'Institut protestant de théologie. Tout à fait. Tout ce moment qu'on vit s'inscrit dans le cadre d'un rendez-vous, le rendez-vous de la Fédération protestante de France qui a rassemblé les acteurs de la fédération, les acteurs fédératifs. Donc un grand rendez-vous qui s'est passé et se passe actuellement au moment de cet enregistrement à Sète, dans le sud de la France. Et c'était l'occasion, effectivement, pour nous, de tout particulièrement avoir des gens autour de la table aussi pour parler du protestantisme. Alors déjà, je me lance dans le vif du sujet pour démarrer. Le protestantisme. Est-ce que finalement s'interroger comme ça sur c'est quoi le protestantisme, est-ce que c'est pas une question qui n'intéresse que les protestants? Je me suis posé la question. Et j'ai envie de lancer cette patate chaude pour démarrer ce plateau à notre jeunesse. Désolé, je vous donne cette étiquette. Et Émile, est-ce que tu penses, toi, que finalement s'interroger sur le protestantisme, c'est une question qui va intéresser des gens qui se sentent éloignés ou non concernés par le protestantisme? Je sais pas si ça les intéresse. En tout cas, moi, avec ce week-end que j'ai passé ici, je me demande si c'est vraiment la bonne question à poser. Okay. Et est-ce qu'il faudrait pas se dire... on change le plateau. Est-ce que c'est pas à nous de venir intéresser les gens sur le protestantisme? J'ai pu nourrir mes réflexions de plein de discussions. Et oui, ça s'est mis en écho avec ma vie à Grenoble. C'est que j'ai l'impression les jeunes autour de moi ne connaissent pas bien ce que c'est le protestantisme, ses enjeux aujourd'hui, ses différents membres, son histoire aussi. Et même pour moi, les parties historiques, elle est pas toujours très claire. J'avoue, je plaide coupable là-dessus. Mais je pense que c'est en partie aussi à nous, membres des différentes paroisses, d'aller vers le public, d'aller vers les autres et de nous faire connaître. Voilà. Ouais, ok, l'occasion pour moi de préciser ton identité, à savoir que tu es jeune luthérien, donc tu fréquentes une paroisse luthérienne protestante. C'est ça. Ayoub, je me permets de me tourner vers toi. Toi, tu n'as pas ce même background, tu es plutôt issu d'une famille musulmane. Oui. Tu découvres, je crois, complètement le protestantisme. Est-ce que cette question, le protestantisme, c'est quoi? Comment tu penses le niveau d'intérêt des gens qui sont hors contexte religieux, hors contexte protestant peut-être, le niveau d'intérêt pour cette question, selon toi? On voit vraiment que le protestantisme a des grandes valeurs qui manquent dans notre monde. Cette grande ouverture d'esprit que j'ai vue dans le monde protestant, et aussi cette humanité sincère et engageante chez les protestants qui vraiment manque dans notre monde quotidien. Donc oui, on doit vraiment parler de protestantisme. Ok, pour toi qui est hors contexte protestant, même si je peux le préciser, ça fait quelques mois que tu travailles auprès du service communication de la Fédération protestante de France, hors contexte, c'est une question qui mérite d'être posée, qui mérite de donner des explications. Bien sûr. Alors moi j'ai déjà une première observation. C'est quoi le protestantisme? On a un protestant qui dit ça sert à rien de dire c'est quoi le protestantisme et un non-protestant qui dit c'est super intéressant de savoir c'est quoi le protestantisme. Est-ce que là on n'aurait pas déjà un début de réponse à notre question, c'est quoi le protestantisme? Une confession chrétienne qui n'a pas envie de se dire, de se raconter aux autres. Ok.
Je te laisse terminer, Benjamin, tout à l'heure, le tour de table, parce que j'ai aussi envie d'avoir ton regard là-dessus, sur le niveau, parce que toi, tu es dans la communication de la Fédération protestante de France, donc tu es au cœur de ce sujet-là aussi. Je me tourne vers notre invité, Olivier Abel. Pour vous, vraiment, de manière très sincère, finalement, l'intérêt des gens sur le fait que nous, on essaye d'évoquer ce que c'est le protestantisme. Alors, au début de cette assemblée générale, on a eu un petit micro-trottoir tout à fait édifiant, dans lequel on découvrait d'abord beaucoup donc c'était vraiment surtout des jeunes qu'on rencontrait comme ça sur les trottoirs, et mais c'est général, je pense, dans la société française actuelle, en tout cas une inculture, mais absolument totale, une ignorance absolument totale du protestantisme. Donc je ne sais pas s'il y a de l'intérêt, mais en tout cas, il n'est pas très manifeste. On ne le voit pas énormément. Et je dirais plus généralement qu'il y a une immense ignorance de toutes les traditions religieuses. Il y a on ne sait pas ce que c'est que l'islam, on ne sait pas ce que c'est que le catholicisme non plus. En France, en France, on ne sait pas ce que c'est que le catholicisme. L'ignorance, elle est extrêmement profonde, et je pense qu'elle est grave, parce c'est un facteur cette ignorance est un facteur de peur, un facteur de mépris parfois, presque d'humiliation, de relégation. Bon. Et voilà, je pense que moi je suis d'accord en ce sens-là avec Émile. Peu importe, oui, peut-être que le constat il est là. Il y a pas mais et d'ailleurs tout à fait avec Hugo Bossy, en fait c'est à nous de sortir de chez nous, et cette parole qui se met c'est pas qu'elle se met elle-même qu'elle se cache elle-même, c'est on a une organisation de notre société française autour d'une certaine conception de la laïcité qui peu à peu a étouffé ce genre toutes ces paroles et toutes ces traditions et donc là il y a quelque chose à changer. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte la parole. Ok, donc une invitation à écouter, à entendre voilà, ce qui est dit peut-être pour présenter le protestantisme, peut-être une invitation à nous, protestants, d'être aussi curieux, peut-être par rapport à d'autres façons de penser, d'autres croyances. Ça va ensemble, okay. C'est vrai. Très bien, Benjamin, pour conclure pour conclure, je pense que c'est pas du tout intéressant de se dire entre protestants, c'est quoi le protestantisme pour moi lors d'un plateau radio qui veut s'adresser à des personnes extérieures. Ouais. Par contre, c'est vachement intéressant en tant que protestant de dire ce en quoi on croit, quelles sont nos valeurs. Peut-être même en esquivant le côté c'est quoi le protestantisme, et en faisant un petit saut d'obstacle et en se disant je crois en ci, je crois en ça, et finalement coller une étiquette protestant, ok, pourquoi pas, mais c'est pas le cœur. Notre label, c'est pas le cœur de ce que l'on croit. Oui. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur. Très bien. Oui. Alors, c'est bien, ça connecte. On voit que la synergie est là, Benjamin. Oui, comme toujours. Puisque ma première question, c'était, et je parle pas de grandes théories, mais je parle, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ou un ami, ou vous rencontrez l'ami d'un ami, et vous lui dites, je suis protestant, d'accord, et vous demandez, ah tiens, ça, c'est quoi ça, protestant? Vous voyez, donc vous n'avez pas 3 heures pour l'expliquer. La situation qui n'arrive jamais. Ouais. Bonjour, je suis protestant. non, donc vous voyez, dans la discussion, ça émerge. Ça arrive, voilà, ça émerge. Et pour toi, Ayoub, peut-être le contexte est le suivant. Je travaille à la Fédération protestante de France. Tu es entouré de protestants. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais me reproposer un petit tour de table là-dessus. Ça m'intéresse vraiment de savoir, comment est-ce que vous répondez très simplement en quelques mots pour vous, ça veut dire quoi, en fait? Émile? Pour moi, je la différencie de 2 aspects. À la fois une appartenance à une communauté qui œuvre. À Grenoble, on essaye d'avoir beaucoup de diversifier nos activités au sein de l'Église. Donc des activités, des soirées contes, des soirées entre jeunes, des temps de lecture biblique, des téléprières. Je pourrais en citer d'autres. Donc voilà, une appartenance à une communauté et à la fois une dimension spirituelle que je nourris plus personnellement dans la lecture de la Bible, des orientations, des réflexions qui me permettent d'appréhender les difficultés du monde aujourd'hui. Ok. Voilà. Ayoub, s'il fallait dire en quelques mots, avec ton regard plus extérieur, être protestant, chrétien protestant, ça veut dire quoi? Pour moi, ce que je dis à mes amis, c'est une communauté chrétienne avec des valeurs humaines. Ok. Que je ne vois pas vraiment chez les catholiques. Donc, c'est à peu près ça en général. Parce que la plupart du temps, quand je parle à mes amis, ils ne connaissent pas le protestantisme, mais ils connaissent bien le catholicisme. Ok.
Ayoub va finir porte-parole de la Fédération protestante de France. Oui, je ne te mets pas la pression pour dire que du bien, Ayoub, tu es libre. Complètement. Olivier Abel, notre invité. Pareil, s'il faut expliquer en quelques mots, des mots simples, ce que c'est. Ah oui, vous demandez à un philosophe d'avoir des mots simples. Je sais, on est là pour nous piéger. D'abord, je dirais, voilà, j'accepte d'être ce que je suis. Donc, j'ai grandi là-dedans, je suis né là-dedans, et je le porte de manière vivante. C'est-à-dire, en fait, moi, je viens au bout d'une longue tradition d'un peuple de lecteurs du texte biblique, qui a ajouté, je dirais, et avec des périodes de persécution, avec des périodes au contraire plus heureuses. Bon. Et ce peuple protestant, lui-même, il est adossé à un peuple en quelque sorte chrétien, du christianisme tout entier, mais qui est lui-même adossé à des peuples du livre. Bon. Donc, je pense que d'abord la lecture. Nous sommes d'abord des lecteurs. Et on ajoute juste un minuscule petit chapitre nouveau à une immense histoire de lecture. Ça, ce serait la première chose que je dirais. Et en même temps, ça a l'air un peu historique. Et en même temps, on est rendu contemporain par une parole vive. Et cette parole vive, pour moi, elle m'appelle à la grâce, enfin à la gratitude. J'ai tout le temps envie de... Parce que c'est quelque chose qui me tourne vers l'extérieur. Ça ne me tourne pas vers moi-même, dans le souci de moi-même, de ma propre identité. Ça me sort de mon identité vers autre chose que moi. Parce que je suis ça, je suis tourner vers autre chose que moi-même. Et alors, voilà, oui, je mettrai en avant la gratitude. Il me semble que le protestant, c'est quelqu'un qui met explicitement ou implicitement dans sa manière d'être en avant sa gratitude d'avance à l'égard des autres, à l'égard du monde, à l'égard de Dieu. Voilà. Oui, merci. Alors, je le rappelle, ce moment qu'on enregistre ensemble et que vous êtes en train d'écouter, eh bien, c'est un moment qui est enregistré à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France. Et eh bien, on a eu le droit, à l'occasion de ce rendez-vous, on était 300 dans une salle, à un micro-trottoir qui a été diffusé où on voyait effectivement la réaction, en l'occurrence de Parisiens, sur c'est quoi être protestant, et on constatait un niveau de connaissance très très faible de à quoi ça correspond cette réalité. Je me tourne vers toi, Benjamin, ton sentiment, toi qui as une expérience, une vie protestante, ton sentiment quand tu vois que ton identité est si peu connue. Je me dis tant mieux, parce que ça va me défatiguer de tous ces protestants que je fréquente, déjà, premièrement. Donc c'est une opportunité rare finalement, parce que le protestantisme, je dirais un peu comme Olivier Abel, je l'assume, je le suis, j'ai grandi dedans, c'est mon histoire, et du coup tous mes liens d'amitié et beaucoup d'autres choses, y compris jusqu'au professionnel, puisque je travaille pour la Fédération protestante de France, je ne me repose jamais du protestantisme jusqu'à mes week-ends ici. Rencontrer quelqu'un qui n'est pas protestant, ça me pousse pas forcément à lui parler de protestantisme, mais plutôt, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, des valeurs fondamentales dans lesquelles je crois, qui sont en partie inspiré du protestantisme, mais pas que, de ma culture aussi, et puis d'autres choses, par exemple marquées par la psychanalyse à titre très personnel, et ça l'air de rien dans ma construction intellectuelle et spirituelle, ça compte beaucoup et ça crée des ponts entre la théologie, entre la foi, etc. Donc, alors je reprends ma question, ma réponse. Vraiment, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas protestant, je ne parle pas de protestantisme, quoi, sauf sous la contrainte. Voilà. Très bien, on va t'amener sous la contrainte, c'est parfait. Une question pour notre invité, Olivier Abel, et Benjamin, peut-être qu'elle s'adresse aussi à toi. J'ai envie de vous demander, si quelqu'un est interpellé par ce qu'on est en train de se dire, elle se dit tiens, j'aimerais maintenant, au travers de cette émission que je suis en train d'écouter, découvrir, comprendre en quelques mots, désolé encore une fois aux philosophes auxquels je m'adresse, en quelques mots, comprendre dans les idées, dans la théologie si on veut dire, le protestantisme c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelques idées simples qui permettent de positionner, de mieux situer le protestantisme? Alors bien sûr, il y a des expressions très fortes, Dieu seul, la grâce seule, la foi seule, les Écritures seules. Bon, l'idée qu'il faut se débarrasser de... Les Écritures seules, ça veut dire il faut aussi revenir aux Écritures en oubliant tous les longs commentaires, toute la tradition des églises et des dogmes, etc. Revenir au texte. Bon, la grâce seule, ça veut dire c'est pas nos mérites. On fait pas le bien pour être récompensé, pour aller au paradis. On ne fait pas le mal par peur d'avoir puni. C'est pas ça le problème. Bon, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous met, qui nous fait vivre, qui nous lève et qui nous jette en avant. Bon, et puis Dieu seul. Voilà. Bon. Alors on me dira oui mais la Trinité. Oui mais la Trinité, ça veut dire que le Dieu auquel dans notre tradition, c'est
c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui lui-même relationnel, c'est un Dieu qui est en mouvement. Et c'est Dietrich Bonhoeffer, on est en train de faire un film à propos de Dietrich Bonhoeffer, il disait la vérité, devant le Dieu vivant, la vérité elle-même devient vivante. Le vrai est vivant, le vrai lui-même il bouge. On a une manière de mettre le vrai dans des cases, dans des catégories immobiles. Non, c'est pas ça, ça bouge. Voilà, bon, ce serait quelque chose comme ça que je dirais. Voilà, ok, merci. Benjamin ? Oui, alors pour compléter un petit peu, une idée qui peut parler peut-être à ces personnes extérieures, si vous nous écoutez, et que j'arrive à lire dans les propos d'Olivier Abel, c'est peut-être cette relation directe à Dieu. Une relation directe aux Écritures qui peuvent nous parler pour nous et où Dieu peut nous parler à nous. Et une relation vraiment, alors sans forcément être obligé de passer par la médiation des églises, même si c'est un peu recommandé de temps en temps quand même, parce que quand on est tout seul, on est un peu dans son coin isolé, c'est jamais bon. Mais fondamentalement, on pourrait vivre sa relation, se convertir même au protestantisme ou au christianisme version protestante, tout seul dans sa chambre. D'ailleurs, il y a des passages de la Bible qui nous invitent à cela. Et c'est en cela aussi que le protestantisme est bien fondé sur le texte biblique et a fait toute une relecture de ce texte biblique pour essayer de l'épurer de la tradition. Voilà, relation directe avec Dieu, on oublie les églises, on oublie les prêtres, on oublie ceux qui essaient de contrôler notre foi, on peut avoir cette relation directe. Et ça, je pense que ça peut parler à nos contemporains quand même. Ok. Oui. Et du coup, pour prolonger ça et terminer cette première partie d'échange qu'on a ensemble, j'aimerais vous demander pourquoi. Désolé, c'est un peu personnel comme question, mais pourquoi vous êtes protestant ? Et Ayoub, pour toi qui n'es pas protestant, j'adapte ma question. Pourquoi le protestantisme t'interpelle ? Pourquoi tu le trouves beau ? Qu'est-ce que tu y trouves de beau ? Émile, peut-être je commence par toi. Pourquoi tu es protestant en vrai ? Patate chaude. Ça a commencé en 5e quand ma mère m'a amené un peu de force. Et aussi aujourd'hui, pourquoi finalement qu'est-ce qui aujourd'hui fait continuer cet engagement ? Je suis atterré au groupe catéchisme et c'est cet esprit de communauté qui m'a énormément plu. Et c'est l'esprit de communauté que j'ai gardé. Et c'est celle-là qui me rattache vraiment à des personnes, à des rencontres, à des activités, à des moments que j'oublierai pas. Et c'est vraiment cette dimension sociale qui me rattache énormément et qui fait que je reste protestant aujourd'hui. Ok. Ça rejoint le début, hein, donc le côté communauté et le côté aussi spiritualité personnelle. Quoi. Évidemment aussi. Ouais. Par communauté, on comprend église ? Oui. Ok, très bien. Ayoub, tu as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu veux peut-être développer rapidement ce qui t'interpelle, ce que tu trouves beau dans le protestantisme que tu découvres au travers de ton action professionnelle auprès de la Fédération protestante de France ? Je peux le résumer par c'est une ouverture d'esprit qui désarme. Ce qui m'a profondément marqué, c'est l'ouverture d'esprit. Et personne ne te juge, personne ne te regarde comme un autre. T'es simplement toi-même. Et c'est vraiment très rare dans notre monde. Moi, je parle de mon expérience que j'ai vécue à la FPF, on peut dire ces 4 mois. On n'a jamais imposé de croyances ou de discours. On m'écoute, accueille et accepte comme je suis. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le protestantisme. Ok, merci beaucoup. Oui, merci. On va sortir fiers de l'identité protestante presque. Et il faut rappeler le cadre de la loi qui est qu'on n'a pas le droit d'imposer à un salarié une croyance ou pas, et ni de le recruter en fonction de sa croyance. Donc voilà, on respecte bien la loi à la fédération. Ça fait plaisir. Ouf. Olivier Abel, question personnelle pour vous. Ben, je disais tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Fils de pasteur, j'ai grandi, voilà, j'ai fait des cultes quand j'étais enfant. Enfin bon, il y a ça. Mais en même temps, je comprends très bien qu'on puisse, par dépaysement, parce que pour des raisons de la vie, pour des tempêtes de la vie, on est déraciné et on se retrouve dans une autre langue, on renaît en quelque sorte dans une autre langue, dans une autre religion. Je le comprends très bien, c'est une autre forme et que je salue avec beaucoup de plus que de respect. Et je pense même que c'est aujourd'hui très important parce que aujourd'hui on est une période de grand déplacement de population partout, de rescapés partout. Et donc voilà, j'admire ça. J'admire aussi d'ailleurs et moi je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui sont pluriappartenants, qui sont à la fois
protestants et catholiques, ou peut-être protestants et juifs, je ne sais pas, protestants et musulmans, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, les réalités des identités profondes est beaucoup plus plurielle, enfin, plus feuilletée en quelque sorte, moins simple que ce qu'on croit, parce que justement, la vie fait que les vies sont chaotiques, et c'est normal, on a des liens, on a des familles, on a des parents différents, on a des conjoints, on a des enfants, etc. Donc comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ça, je crois que c'est vraiment génial. Alors, là, ce n'est plus une réponse personnelle, hein, mais c'est ce que je découvre peu à peu, au fur et à mesure de ma vie, et je trouve ça magnifique. Et du coup, je peux faire la réponse personnelle à ta place, cher Olivier, puisque je peux te donner mon témoignage. Si j'étais resté dans la première église que j'ai fréquentée, ça commençait bébé quand on m'a baptisé, je n'avais pas eu le choix, l'église réformée de Nice, je serais sans doute plus protestant aujourd'hui. D'accord. Je pense. Oui, c'est ça. Vraiment, ce qui m'a fait grandir, c'est sortir d'un milieu fermé, d'une communauté qui pensait d'une façon, qui était peut-être bien, mais il y en avait tellement d'autres. Donc j'ai fréquenté des catholiques, j'ai fréquenté des évangéliques. Ils m'ont dérangé, ils m'ont titillé, ils m'ont apporté des choses. J'ai fréquenté, un peu plus à distance, d'autres religions aussi. Et ça m'a redit un peu mon identité. Alors maintenant, je sais plus trop qui je suis, je sais juste d'où je viens et là où je me sens à peu près à l'aise. Sans ça... tu vois, je pense que ceux qui sont restés protestants, ils sont restés au-delà d'une brisure. Ils sont revenus ou redevenus. C'est comme Ulysse après un long voyage. C'est pas si simple. Quel que ce soit, les identités, elles ont des histoires compliquées, de toute façon. Il y a une notion de voyage, quoi. Ça, c'est important. Waouh. Allez, pour lancer cette deuxième partie de notre plateau consacré au protestantisme, le protestantisme, c'est quoi ? On ose tenter de vous immerger un petit peu dans cette réalité au travers d'expériences de vie, au travers de quelques définitions aussi, qui peut-être vous permettront d'y voir plus clair, de vous nourrir sur ça. Et donc aussi autour de moi, tout un partage d'expériences avec un prisme de la jeunesse. On a voulu, entre guillemets, des jeunes autour du plateau, avec Émile et Ayoub. Merci d'être avec nous, et puis on va continuer ces échanges. Benjamin, avec qui on co-anime ce rendez-vous, qui est chargé de com auprès de la Fédération protestante de France, et notre invité, Olivier Abel, prof de philo à la retraite. Olivier Abel, une question qui va venir vraiment pour vous, pour lancer cette deuxième partie de rendez-vous, qui concerne le sondage IFOP que nous avons découvert sur ce lieu, au moment de l'enregistrement de ce rendez-vous. Un sondage IFOP qui concerne les protestants en France aujourd'hui. Et il s'agissait effectivement de découvrir une cartographie du protestantisme. Qui sont-ils en fin de compte ? Et donc un sondage IFOP très très sérieux qui fait émerger effectivement une réalité effective. Et donc on a beaucoup évoqué ce sondage, et bien sûr notre rendez-vous aujourd'hui rebondit là-dessus. J'ai tendance à vous demander deux choses, mais on va commencer par la première. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce... Est-ce qu'il y a un point saillant ou quelques points saillants qui vous ont marqué dans ce sondage qui fait émerger l'identité protestante ? Oui, j'en dirais 3. Je dis 3, je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais... c'est un bon chiffre. C'est le philosophe qui parle. Non, c'est pas vrai. Je savais ce que je voulais dire. Alors, le premier, c'est... d'abord, il y a le protestantisme, statistiquement, non seulement se maintient, mais augmente légèrement. Et je pense, on a vu que le sondage, il y avait des parties de la population qui n'étaient absolument pas représentées, et notamment de l'immigration, notamment de l'immigration africaine, etc., qui est... couche populaire. Couche populaire aussi. Enfin, bon. Donc là, il y a un biais qui masque quelque chose d'important. Pareil pour l'islam d'ailleurs. L'islam est plus important sans doute que les 2% qui sont affichés dans le sondage. Bon, premièrement. Deuxièmement, alors quelque chose d'inquiétant, c'est une baisse de culture biblique qui a été notée massivement. Au sein du protestantisme ? Oui, au sein du protestantisme, oui. Et cette baisse de culture biblique qui est peut-être aussi liée à une mutation. On passe d'un monde du livre. Je parlais de ce peuple de lecteurs, mais il est en train de vieillir, ce peuple de lecteurs, et maintenant l'évangile il arrive sur les téléphones portables, il arrive sous une autre forme, et donc il y a une mutation sans doute même de la lecture du texte biblique et du travail sur les Écritures. C'est en train de changer de forme. Et la troisième chose, c'était alors une grande surprise qui a été notée par tout le monde et d'abord par les sociologues, c'est un taux d'engagement politique très très fort chez les protestants, de 12%, et
particulièrement marqué chez les jeunes, où ça atteint plus de 20%. Avec même d'ailleurs des choses qui brouillent les cartes, parce que le côté évangélique, en fait, est plus engagé du côté de LFI, alors que la tendance luthéro-réformée classique, finalement, elle est plus conforme, plus il y a aussi du Front National, enfin du Rassemblement National. Donc, vous voyez, on a plein de surprises comme ça, qui modifient l'image que l'on avait du protestantisme. Bon, ça donne à réfléchir dans beaucoup de directions. Ok, merci. Est-ce que, Émilie Ayoub, est-ce que vous avez aussi été interpellé par des chiffres qui sortaient de ce sondage? Émile, pas particulièrement? Non. Enfin, j'ai pas réussi à prendre connaissance vraiment. Ah d'accord. De Alors, on te laisse la surprise. Merci Ayoub, je sais pas si tu as eu le temps de voir ça. Oui, je l'ai vu et j'étais un peu choqué des gens qui ne connaissent pas le protestantisme. Ouais. C'était vraiment un petit choc pour moi. En même temps, toi-même, avant de bosser à la Fédération protestante de France, peut-être que tu avais aussi un niveau de connaissance assez bas. Oui, exactement. Exactement. J'ai connu le protestantisme en postulant à une offre sur LinkedIn. Donc, c'est la première fois que je vois ce mot-là. Et donc, j'ai fait mes recherches et j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as fait tes recherches avant de postuler ou après? Avant de postuler, bien sûr. Prudent quand même. C'est bien. Benjamin, pareil, pour toi, à titre personnel, j'imagine que vous avez beaucoup discuté de ce sondage dans le service, à la Fédération protestante de France. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, il est tombé vraiment juste il y a un jour. Ah, très bien, ma question est toute fraîche. Alors pour toi, est-ce qu'il y a un truc qui t'a interpellé? Pas spécialement, à part les points que Olivier Abel a soulignés. C'est vrai que c'est des points saillants un petit peu de ce sondage. Non, je vois que le protestantisme se maintient. Peut-être développer un petit peu ce que disait Olivier sur la Bible et le fait que ce sondage rapporte que les protestants lisent de moins en moins la Bible. D'ailleurs, moi, je lis de moins en moins la Bible aussi. Oui, tu veux compléter peut-être? Oui, parce que je pense qu'il y a aussi une évolution. Enfin, de ce sondage, c'est un point un petit peu différent, mais ce sondage aussi, il montre peu à peu l'augmentation de la proportion du protestantisme évangélique par rapport au protestantisme plus classique. Ça, il faut le souligner aussi. Oui. Donc cette augmentation, elle est déjà ancienne, mais elle ne cesse d'augmenter et elle est très particulièrement forte dans la jeunesse. Donc, en gros, on a l'image qu'il y a des gens comme moi qui sont des vieux protestants, lecteurs de Bible. Moi, je lis beaucoup ma Bible en ce moment, justement, j'y reviens. Bon. Et tandis que, voilà, il y a des générations très jeunes qui découvrent. Et donc, du coup, oui, elles sont d'une totale inculture biblique, mais ils sont passionnés par la Bible, mais ils arrivent presque sans outils. Nous, on a un vieil outillage d'interprétation, d'une tradition de lecture critique. Et eux, ils arrivent comme ça. Et voilà, donc c'est intéressant. Et j'espère que c'est complémentaire. On a besoin les uns des autres. Voilà. Alors, je pense qu'on pourra rebondir sur ce point de la lecture biblique qui a l'air de baisser par rapport à la culture numérique, parce que ça, c'est moins calculé. Par exemple, regarder une prédication où on lit dans la vidéo un passage de la Bible, c'est pas forcément compté dans ce sondage, quoi. C'est pas le rapport au texte, etc. Mais quand même, on est dans une émission pédagogique sur le protestantisme et on lâche des gros mots comme les évangéliques. On sait qu'il y a d'autres familles. Ça, on parle des sous-familles du protestantisme. Et peut-être, j'aimerais bien qu'on passe juste une petite seconde là-dessus. Donc, on parle souvent des évangélistes à la télé. Oui. Voilà. C'est vrai. Et ça, on dirait que c'est une secte qui fait peur et qui vient des États-Unis avec Trump et tout ça. Voilà, le résumé global d'un Français moyen sur les évangéliques. Voilà, on dit évangélique donc. Et en réalité, on va compléter, peut-être et avancer. C'est un courant du protestantisme qui a un rapport peut-être différent que d'autres courants avec le texte biblique et avec Dieu, mais qui se retrouve vraiment bien dans la famille protestante, qui est tout à fait bien intégrée en France, dans la République, et tout à fait en paix. Et qui est mal perçu et qui a beaucoup plus de trésors à offrir que cette mauvaise image qu'il a dans les médias. Il y a beaucoup de préjugés sur les évangéliques, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, les évangéliques sont extrêmement engagés dans le social aussi, etc. Attends, juste une distinction. Ne confondons pas évangélistes et évangéliques. Voilà. Les évangélistes, il y en a 4. C'est les auteurs des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est tout. Plus que 4. On pourrait rajouter, si on est fin, que c'est dans le milieu évangélique une fonction.
D'ailleurs, qu'on avait aussi, d'ailleurs, auparavant. Être évangéliste, c'est celui qui va un peu plus particulièrement s'occuper de la mission pour partager l'évangile. Voilà. Donc, on retrouve ces rôles aux côtés d'apôtres, aux côtés de prophètes, aux côtés de tout ça. Bon, là, on rentre dans les détails un peu croustillants. On est là pour du croustillant, Benjamin, c'est parfait. Et ce sondage, issu moi-même, petite confession au passage avant de passer à la suite, d'un contexte évangélique, l'éducation évangélique, j'avoue que ce sondage m'a fait du bien, puisqu'il fait émerger, et comme tout le monde, comme un bon Français que je suis, je comprends pas trop ce qui se passe outre-Atlantique, lorsque, effectivement, on parle de politique. Et j'ai été rassuré de voir que le protestantisme évangélique, les évangéliques français sont pas du tout éloignés, très éloignés de toutes ces réalités. D'un certain protestantisme évangélique américain. Voilà. Et j'étais rassuré de voir que statistiquement, etc. Ça en dit long quand même, qu'un évangélique ait besoin d'être rassuré sur l'image des évangéliques. Et je parle même pas de l'image, je parle vraiment de l'identité profonde. C'est plus que de l'image. Olivier Abel, vous avez aussi, sauf erreur, dans le cadre de ce rendez-vous qu'on est en train de vivre et qui est le contexte de l'enregistrement de cette émission, donc l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France, il y avait 300 acteurs fédératifs, donc 300 personnes engagées dans les églises, dans les œuvres sociales protestantes, etc. Beaucoup de monde, beaucoup de responsables qui étaient réunis là pour cette Assemblée Générale, et vous avez fait un petit peu un compte-rendu, je ne sais pas le mot exact, de ce qui s'est vécu. Est-ce que vous pouvez nous faire émerger quelques points saillants? Qu'est-ce qui se passe quand les responsables du protestantisme au niveau français, église, organisations sociales, etc., se retrouvent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'ils ont vécu, c'est un petit peu autre chose que ce que l'on m'a demandé. Parce que ce qu'on m'a demandé, c'est on m'a envoyé des résultats écrits. C'est typique, de plein de petits groupes de réflexion qui m'ont envoyé. Donc j'ai reçu 40 pages, en quelques heures, 40 pages de notes issues de ces différents ateliers qui travaillaient sur différents thèmes. Et j'ai dû en faire la synthèse en 10 minutes. Voilà, bon. Donc c'était un petit peu autre chose. Mais ce qui a été vécu, j'ai envie de dire, le sujet de la foi, c'est quand même nous. C'est une communauté. C'est pas juste des individus. Je pense qu'on est une société hyper individualiste. Hyper, chacun tout seul. Et je comprends très bien aussi, il y a une dimension comme ça dans la tradition protestante. Peut-être aussi dû à une tradition de persécution dans laquelle on s'est caché. Il y a eu quand même un long siècle, même un siècle et demi, à vrai dire, où le protestantisme s'est caché. Et donc on était protestant, dans volet fermé chez soi, avec sa Bible cachée elle-même, pour qu'on ne la trouve pas s'il y avait une dragonnade, enfin une persécution qui arrivait. Bon. Donc ça a créé une tradition de discrétion. Mais le vrai sujet de la foi, c'est quand même une communauté rassemblée. C'est pas seulement chacun. Alors, j'entends bien ce que disait tout à l'heure. On est avec Dieu directement. Oui, mais c'est en même temps la dimension de communautaire est très importante. Alors, je pense que c'est important qu'il y ait des moments réguliers dans la vie où on se rassemble pour chanter la louange, pour dire merci, pour montrer que ce nous. Je pense que être capable de dire nous aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes dans la société d'aujourd'hui. Et de plus en plus difficile. Et c'est de plus en plus difficile. Ouais. Donc c'est une communauté qui a été capable de dire nous sur plein de choses. Et donc elle a vécu ça. Elle a vécu ça et elle a vécu ça avec autour d'un thème très porteur qui était le thème de la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Qu'est-ce que c'est que la confiance en nous-mêmes, dans notre propre capacité de témoigner? Qu'est-ce que c'est que la confiance dans le témoignage des autres, dans la parole des autres, y compris des autres traditions, des autres styles, des autres formes spirituelles? Qu'est-ce que c'est que la confiance dans les institutions même, y compris les institutions de la République? Est-ce qu'on peut... Voilà. Le thème de la confiance, on l'a décliné de toutes sortes de manières et je crois que c'était très important, en effet. Ok, super. C'est vrai qu'on essaye de mettre en valeur un petit peu le protestantisme, qu'est-ce que c'est, et d'essayer de rendre accessible ça, vous nourrir. Mais j'ai l'impression que parfois, même au sein même de cette famille protestante, on ignore facilement et on est méconnaissant sur l'identité de l'autre à côté qui est protestant aussi, mais protestant différemment. Et je vais vous questionner là-dessus, si vous le voulez bien. Est-ce que vous oseriez franchir la porte d'une autre église que la vôtre, que ça soit un temple protestant aussi, une église protestante, ou que ça soit peut-être une église catholique, ou que ça soit peut-être bien une autre religion. Est-ce que vous oseriez aujourd'hui franchir cette porte? Et si vous l'avez fait, bien sûr, on veut savoir ce qui s'est passé. Émile? Moi, c'est fait aussi. Ok. J'ai un groupe d'amis de tradition hindoue, d'Inde du Sud,
qui ont une très belle tradition de la musique, qui chantent et qui jouent de la musique absolument merveilleusement. C'est d'ailleurs, pour moi, ce point de convergence entre les temps de chants protestants qui sont très énergiques et les temps de chants indiens. Donc oui, le pas est franchi. Pour moi, c'est que de la richesse. Ça a été difficile de franchir, enfin d'ouvrir la porte. Je ne sais pas comment tu as fait. Toujours eu cette appréhension du moment. Et puis une fois qu'on est lâché, qu'on est accueilli, c'est fait. Okay. C'est lancé. Donc tout se résume en un moment de stress, d'appréhension. Et une fois qu'on est accueilli, ça roule. C'était facile de comprendre les paroles hindoues ? Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Et ça t'a pas dérangé forcément d'être à l'extérieur ? Non, parce que c'était très doux, très agréable. Et pareil que comme des textes de la Bible, avec le temps, j'ai appris à les comprendre. Donc j'étais d'abord à l'écoute. Et je pense que c'est pour revenir à ces 2 jours aussi avec tous ces acteurs de la Fédération protestante de France, c'était l'écoute qui nous rejoignait. Est-ce que c'est pas toujours évident d'aller vers l'autre, mais c'est avec le choix de l'écoute, prendre le temps de se présenter et d'écouter la présentation de l'autre qu'on peut avancer et être aussi dans une posture d'acceptation qu'on peut pas tout connaître. Et voilà. Ouais. Ayoub, pour toi, est-ce que tu oserais franchir les portes d'une église ou d'une autre religion, peu importe, est-ce que tu oserais ? Oui, bien sûr. Vu mon arrière-plan, moi je viens d'une arrière-plan musulmane et après j'ai devenu agnostique. Donc pour moi, il n'y a pas de barrière. Je peux être présent dans des mosquées, faire la prière, même si je ne suis pas musulman. Je peux aller à l'église avec des catholiques, même si je ne suis pas chrétien catholique. Et en même temps, j'étais dans des cultes protestants et aussi dans un temple bouddhiste. Ok. Et ça, tu ressors quoi d'avoir vu tout ça ? Ça a été nourrissant ou pas particulièrement ? Oui, ça a été c'est très nourrissant, surtout de vivre ce moment avec les autres et de voir comment ils vivent leurs convictions. Et j'apprécie bien ces rassemblements en général. Oui. Olivier Abel et Benjamin, peut-être pour inviter tous ceux qui sont piqués dans la curiosité de peut-être franchir les portes d'une église protestante pour juste voir et peut-être juste découvrir ce qui s'y passe. Peut-être est-ce qu'on peut donner quelques petites cartographies très simplifiées du protestantisme et de sa diversité, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes au sein de la famille protestante. Olivier Abel. Il y a des choses que je connais théoriquement, mais que j'ai rencontrées, bien sûr, sur les bancs de nos facultés protestantes. Je les connais un petit peu toutes, les facultés protestantes de France, où j'ai été, où j'ai fait des cours, des colloques, etc., de différentes tendances. Hein. Les facultés, on va dire, calvinistes, réformées et luthériennes qui se sont réunies. Il y a les facultés plus calvinistes, plus orthodoxes, comme à Aix-en-Provence. Il y a la faculté d'État de Strasbourg, qui a encore aussi une tradition qui vient aussi de l'Alsace, aussi, quand même, un peu. Il y a les facultés baptistes, etc. Bon, donc les baptistes aussi ont leur faculté. Mais moi, par exemple, j'ai grandi dans mon Ardèche natale. Il y a une partie de ma famille était darbiste. Et donc, les services, ça se passait il n'y avait pas de pasteur, on faisait ça dans les granges. Donc, il y avait les prédicateurs, c'était interminable parce qu'il y avait 3, 4, 5, 6, 7 prédicateurs qui venaient tour à tour interpréter le texte biblique du jour. Donc, nous, les enfants, on était juchés sur les poutres. Mais il y a un folklore quasi du Far West américain. Enfin, c'est étonnant. Ça, c'est votre enfance. Ça, c'est mon enfance aussi. Okay. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'à Nîmes, quand j'étais là les dernières années, professeur à Nîmes, je suis allé plusieurs fois aux assemblées pentecôtistes, où j'avais des amis qui allaient. Donc, je suis allé, j'ai beaucoup aimé ce espèce de buisson de parole qui sort, qui me fait penser à des buissons pleins de, excusez-moi l'image, mais plein d'oiseaux qui
qui chantent la grâce d'exister, ou la plainte parfois. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, je trouvais ça extraordinaire. Et d'ailleurs, des prédications très longues. Hein, le prédicateur pentecôtiste qui n'hésite pas à parler pendant 1h20, etc. Bon, voilà, donc une pratique différente. Une pratique complètement différente. Voilà. Et bon, voilà. Moi, j'ai beaucoup connu l'islam parce que j'ai longtemps été enseignant en terre d'islam au Tchad et puis en Turquie. J'ai enseigné 4-5 ans en Turquie, donc je connais bien l'islam. Et j'ai essayé de faire des groupes de philosophie musulmane pour apprendre à mes élèves musulmans, leur donner le sens de la culture de la philosophie musulmane, qui est une grande tradition, qui a été oubliée et que nous ne connaissons pas. Et donc je suis venu avec des textes de la tradition de la philosophie musulmane qui sont très importants. Pour nous, voir des choses comme ça. Ouais, magnifique. Et à titre personnel, du coup, vous vous êtes senti vous-même enrichi aussi de ces découvertes ? Absolument, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. C'est ça qui rend ma propre foi vivante. Oui, j'entends. Benjamin, pour éclairer aussi, justement, c'est dans la perspective de, tiens, j'ai envie de découvrir ça et de juste être moins ignorant. Un petit aperçu du protestantisme dans sa diversité. Alors, petite cartographie du protestantisme en France. On peut dire qu'il y a une petite majorité, 60%, un peu plus de protestants qu'on dit luthéro-réformés. C'est une abréviation pour dire luthérien et réformé. En France, c'est peut-être un peu plus de réformés, mais surtout des luthériens en Alsace. Le propre de cette tradition, c'est peut-être qu'elle ressemble plus de loin à une célébration catholique, si ce n'est qu'il y a une sobriété, une simplicité, et que tout est tourné vers la parole et non pas vers le visuel, comme dans une messe, où c'est très important, les gestes, le visuel, etc. Donc là, on est vraiment dans l'intériorité, on ne va pas trop nous déranger, on va rester assis sur son banc, se lever, s'asseoir, on va nous dire quand. C'est assez facile d'accès. Par contre, ça peut être parfois un peu froid et pas très chaleureux. Ça peut être perçu comme ça. Et puis, on aura donc voilà des communautés évangéliques qui sont très, très différentes entre elles, qui auront cet aspect-là. Et je parle vraiment de quand on rentre dans un temple. Je ne parle pas de la théologie ou de la pensée, ce serait un peu compliqué. Qui auront un aspect beaucoup plus contemporain, qui utiliseront beaucoup plus d'instruments contemporains au lieu de l'orgue, par exemple, qui vont peut-être commencer par dire bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, alors que dans l'église réformée d'à côté, on aura une parole liturgique qui commencera, qui ne s'adressera pas forcément à tout le monde, en tout cas d'une autre manière. Donc voilà à peu près cette tendance du protestantisme en France, et voilà, beaucoup dans les grandes villes quand même aussi, on peut dire ça. Ok, et toi-même qui as vu différents types et du coup célébrer des temps de culte dans différents types d'églises. Tu t'es senti t'as nourri même de la diversité et d'églises que tu fréquentes pas aujourd'hui, dans lesquelles tu vas pas, mais que tu y étais une fois et ça t'a inspiré quelque chose ? Oui, ça nourrit toujours, sauf quand ça nourrit pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être béat devant la diversité. Parfois, la diversité est abrupte, parfois la diversité nous choque, parfois elle nous dérange, et c'est tout ce que ça produit sur le moment en nous. Et ça nous effraie. Parfois, on a besoin d'être effrayé, de s'éloigner de certains lieux. C'est juste pas notre truc. Mais souvent, ça m'a quand même questionné et enrichi. Oui. Et pour rebondir et conclure ce sujet, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais la communauté de Thésée, pour ceux qui la connaissent, où j'ai eu l'occasion d'y aller et de vivre un culte complètement différent. Et moi, j'ai été très, très enrichi par ça. Et du coup, effectivement, je ne peux qu'inviter par cette expérience personnelle ou un culte qui commence avec 10 minutes de silence. Voilà, moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et je ne peux qu'inviter, effectivement, tout à chacun à tenter ces expériences, à oser pousser les portes des lieux de culte et à se laisser emporter, naviguer. Puis, effectivement, ça éclaire aussi. Voilà. On arrive tout doucement au bout de ce moment qu'on passe ensemble. J'aimerais pas qu'on se quitte avant, peut-être, terminer avec quelques petits éléments historiques, puisque souvent quand on commence, allez, je voulais absolument pas démarrer par ça, puisque voilà, qu'est-ce que c'est le protestantisme, et parler d'histoire, parler de Luther, de la Bible imprimée, etc. Je voulais pas commencer par ça, mais il faudrait pas l'oublier non plus. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments, Olivier Abel, Benjamin peut-être, ou Émile aussi, qui permettent de situer le protestantisme sur le plan historique ? Olivier Abel, je vous laisse démarrer.
Ouh là là. Alors les réformes, c'est vraiment, oui, c'est lié à l'imprimerie, ça c'est certain. Donc une mutation technologique crée une mutation globale de l'Europe de l'époque. Et de la même manière, sans doute qu'aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle... Donc le XVIe siècle, l'époque. Va produire une mutation. Oui, donc on est au XVIe siècle, on est autour de 15, 20, 30, 40, etc. Donc il y a beaucoup de réformateurs. Ça commence avec Luther. Je dirais que Luther, il passe le pas, il passe à la limite en disant mais finalement c'est la grâce. Il y avait un long effort catholique pour sortir du sentiment de damnation, du sentiment de culpabilité. Et finalement, on n'arrivait pas à en sortir, une sorte de labyrinthe. Et Luther, il dit mais c'est la grâce, c'est donné par Dieu. Et alors, Calvin, après, il est très important, Calvin, je pense, parce qu'il retourne le paradigme en disant il ne s'agit pas d'arriver à la grâce, il s'agit de partir de la grâce. On recommence avec la grâce. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin, au contraire, c'est un début. Ça recommence tout dans nos vies. Est-ce qu'on va repartir là-dedans? Alors, définir la grâce, juste si c'est si important que ça? Mais la grâce, c'est ça, c'est le sentiment que non seulement que le salut, c'est-à-dire la sortie, la rédemption du mal que nous faisons à nous-mêmes, que nous faisons aux autres, que nous faisons au monde, en fait, quelque part, elle est d'abord la sortie de ça, de ces cercles infernaux, en quelque sorte, de la vengeance. En fait, ce pardon, ce grand pardon, il est donné par Dieu d'abord. Et c'est ça qui change tout dans la vie. Et en fait, on n'y arrive pas par nos œuvres, par nos efforts. Et ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas, au contraire, on est lancé dans la vie en rendant grâce. Et on est responsable de qu'est-ce que nous faisons de la grâce qui nous est donnée. Et donc, c'est ça qui va lancer l'énergie. La réforme a été extrêmement énergique. Elle est partie sur tous les continents avec une très grande force à partir de ce moment-là. Okay. Pour compléter, on peut peut-être faire un peu de storytelling, comme on dit en communication. C'est donc Martin Luther qui a été cité tout à l'heure au XVIe siècle, à ne pas confondre avec Martin Luther King, qui a œuvré pour les droits civiques des Noirs américains au XXe siècle. Martin Luther, allemand, moine, et qui fait de cette expérience existentielle dont Olivier Abel nous a parlé, de se séparer un peu d'un Dieu qui juge et qui punit pour aller en enfer ou au paradis, mais d'abord un Dieu qui aime et qui justifie, qui donne sa grâce. Et si je devais faire cette petite histoire, c'est parti de l'histoire des indulgences. C'était une pratique de l'Église catholique de l'époque qui avait eu la bonne idée pour construire Saint-Pierre de Rome, de se dire on va distribuer des petites remises de peine de purgatoire, parce qu'il y a l'enfer, puis il y a le purgatoire, on attend un certain temps, puis après, éventuellement le paradis. Ils pratiquaient des remises de peine. C'était très pratique. Comme les personnes à cette époque-là avaient très très peur de l'au-delà et il y avait beaucoup d'imagerie sur l'enfer, etc. On n'avait pas du tout le même rapport à l'au-delà et la vie après mort qu'aujourd'hui. Ça marchait du tonnerre, surtout chez les pauvres. Donc les gens mettaient leurs derniers sous pour soit avoir des jours de remise de peine de purgatoire, soit pour leurs proches. Et vraiment, Martin Luther, voyant ça, s'est trouvé un peu horrifié et d'une certaine manière a contesté publiquement, par écrit, cette pratique de l'Église catholique. Justement pour dire que ça ne s'achète pas le paradis. Ni par un achat concret avec des pièces contre un papier, ni par de bonnes œuvres. En fait, c'est déjà donné. C'est la grâce. Et si je devais définir la grâce pour finir, parce que j'ai souvent travaillé à simplifier le protestantisme, je dirais que c'est un cadeau qu'on ne peut jamais compenser. On ne peut jamais le rendre à sa hauteur. C'est un cadeau qui ne nous est pas imposé, mais qui nous est toujours disponible. On peut décider de vivre sous la grâce ou de ne pas vivre sous la grâce aussi. C'est pas imposé, c'est pas un viol, la grâce. Ouais. Okay. C'est quelque chose qui est disponible. Okay. Et le protestant essaye de saisir ça au mieux, quoi. Saisir ce cadeau. S'il le souhaite, ça dépend de ses moments de vie. Bien sûr. Très bien. Peut-être des non-protestants aussi la saisissent parfois. Oui, bien sûr. Il essaye de rendre grâce. Alors ça, la seule chose qu'on puisse faire devant la grâce, c'est ça. Rendre grâce, donc dire merci, c'est ça. Voilà. Gratitude. On reboucle sur la gratitude, Olivier Bell. Très bien. On est au bout de ce moment. J'ai envie de nous laisser partir avec un dernier rapide tour de table. Et j'ai envie de savoir si vous retenez quelque chose de l'échange qu'on vient de vivre ensemble. Est-ce que vous avez été un petit peu transporté, interpellé par quelque chose? Émile, je commence par toi. C'est mon numéro 1 à chaque fois. Et le rappel de la grâce comme quelque chose qui nous permet de redevenir profondément humains, c'est-à-dire avec nos fautes, nos péchés, nos problématiques. Nous rappeler que, on est dans un monde où choses
vont bien, mais vont mal aussi. Donc, faire avec et faire du mieux qu'on peut. C'est pour moi, c'est en partie ça le message de la grâce, c'est t'en fais pas. Il y a de l'espoir. Et voilà, je trouve que c'est ça aussi, message en tant que protestant que j'ai envie de donner, c'est un message d'espoir. Être protestant, pour moi, c'est porter une confiance, un espoir dans un monde qui va pas forcément toujours bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Ayoub, est-ce que tu retiens quelque chose de ce qu'on vient de partager, d'échanger pendant 1 heure sur cette thématique? C'est quoi le protestantisme? Oui, je partage la même idée que c'est vraiment l'espoir, c'est les valeurs des protestants qui donnent un espoir à l'humanité en général, c'est cette fraternité, ce engagement qu'on a pour des grandes causes. Donc, c'est à peu près ça. Ok. Olivier Abel, je me permets de vous adresser le même exercice. Est-ce que vous repartez de cet échange avec quelque chose en particulier? Oui, parce que je suis curieux de mes 2 voisins et j'aurais aimé faire des choses avec eux. Bon, je suis âgé, voilà, bon. Mais je me dis, globalement, j'ai le sentiment qu'on va toujours chercher ceux qui nous ressemblent. On va prendre la voiture pour aller faire le culte loin ou aller dans des assemblées loin avec ceux qu'on a choisis ou qui nous ont choisis. On est un peu entre soi. Je pense que le geste à avoir aujourd'hui, c'est juste d'aller juste à côté, là où il y a quelques personnes qui sont réunies. J'ai envie de dire presque, quelle que soit la religion, il faut faire avec ceux qui sont là, quoi, à côté de nous. Et c'est ce que je pense que ce geste-là, il est important aujourd'hui. Il est précieux dans la société d'aujourd'hui. Et c'est à ça que nous sommes ensemble appelés, il me semble. Ouais. Alors, j'ose être provoque et rebondir là-dessus, puisque souvent je dis que l'Église, ça a la même vertu que le club de foot, c'est qu'on y voit vraiment tout plein de types de profils différents, et ça fait du bien. C'est ça. Et ça nourrit. C'est pas choisi. Il y a peut-être pas choisi. Ouais, complètement. C'est pas ceux qu'on a choisi. Ils sont là. Et d'ailleurs, il y a même une diversité plus grande dans les églises que dans les clubs de foot. Il y a vraiment tous les milieux. Ouais. C'est meilleur que le foot, pardon. Alors, moi, si je devais repartir avec une parole que je tire de ces échanges, et qui peut-être en creux définissent aussi ce qu'est un protestant, je dirais ne soyez pas protestant, lisez la Bible. Voilà ce que je dirais. Et ça fait écho avec un petit passage de la Bible et avec ce qu'a dit Olivier Abel sur être là avec ceux qui sont proches de nous. Hein. C'est un mot dans la Bible qu'on dit le prochain. Hein. Et c'est un petit passage où Jésus raconte une histoire où tout d'un coup il y a 2 personnes de communauté qui n'étaient pas censées du tout se parler, s'entraider, cohabiter, etc. Ça s'appelle le bon samaritain, ce passage dans la Bible, où tout d'un coup il raconte cette histoire et c'est un homme qui se balade et puis tout d'un coup il voit cet autre homme qui est dans une autre tribu qui ne devait pas fréquenter, qui est sur le bord blessé, et ben il va l'aider. Et il va donc l'aider, le mettre à l'hôtel, lui payer pour qu'il ait un médecin, etc. Et bien ça, à l'époque, ça avait choqué vraiment tout le monde constitué dans la bonne société où chacun avait l'habitude de se parler ou pas se parler. Donc voilà, revenons avec la Bible à cette proximité. Aimons-nous les uns les autres autour de nous. Voilà. Ouais, merci. Et pour ceux qui seraient tentés du coup de répondre à cet appel, de lire la Bible, on vous recommande certainement de démarrer la lecture, non pas par le tout début, mais certainement par le Nouveau Testament et les évangiles. L'évangile de Jean ou l'évangile de Marc, si vous voulez quelque chose de plus court. Voilà, très bien, pour en plus le côté gain de temps. Très bien, merci beaucoup à vous tous pour votre participation, merci Olivier Abel, et puis merci Émile, merci Ayoub pour aussi tout ce que vous avez pu incarner, vous avez fait avec brio, et merci d'avoir joué le jeu, merci Benjamin aussi pour la participation, et au travers de toi, et je tiens aussi à adresser un grand merci à la Fédération protestante de France qui a permis que, à l'occasion de son assemblée générale, qui rassemble vraiment les responsables, les acteurs du protestantisme en France, eh bien, elle a permis que ce plateau existe, que ce soit un joli tableau aussi, et effectivement qu'on puisse réaliser cette série d'émissions. Donc merci à vous, merci à la Fédération protestante de France, et bien sûr restez bien connectés puisque d'autres épisodes arrivent pour peut-être approfondir ces premiers échanges qu'on a eus sur le protestantisme. À bientôt.